Good morning. Le président, bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. On m'a dit que vous ne vous sentiez pas très bien, mais que maintenant vous allez mieux. Parfait. Merci beaucoup. Je vais tout de suite donner la parole à la défense. À Maître Altit, puisque c'est à lui de poursuivre son interrogatoire du témoin. Vous avez la parole, Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Nguessan. Bonjour. Alors, Monsieur Nguessan, si vous êtes un peu fatigué, faites-le nous savoir. Et la Chambre probablement pourra prendre les mesures qui s'imposent. Je vous informerai. Merci. Alors revenons, si vous le voulez bien, à l'incident du 8 avril 2011. Alors vous nous avez expliqué hier avoir traversé une grande partie d'Abidjan pour vous rendre à votre rendez-vous. Est-ce que j'ai bien compris? C'est exact. Quel était le but de votre déplacement? 1. Rendre visite à ma famille et m'assurer que tout le monde se portait bien. Est-ce qu'il était sage de se déplacer ce jour-là à Abidjan et d'entreprendre un aussi grand déplacement? C'était pas une question de sagesse. Je vous l'avais dit tantôt, à la veille, le président Alassane Ouattara avait donné instruction aux policiers, du moins aux policiers et aux gendarmes, d'assurer la sécurité de toutes les populations. Et je vous fais remarquer que quand j'ai fait mon déplacement, jusqu'à ce que malheureusement je tombe sur cet escadron, il n'y avait aucun risque dans la ville d'Abidjan. Donc c'est votre position de dire que le 8 avril 2011, il n'y avait aucun risque dans la ville d'Abidjan, c'est bien ça? Oui. Pour les transcrits, le témoin a dit oui. Vous nous avez dit hier que vous aviez avec vous 3 personnes. Et j'ai compris qu'il s'agissait de votre ordonnance, d'un garde du corps et d'un chauffeur. Est-ce que c'est cela? 4 personnes. Je vous demande de rectifier. Oui, oui. Donc c'est 4 personnes, 2 chauffeurs et 2 gardes du corps. 2 chauffeurs. Et 2 aides de camp, précisément. 2 chauffeurs et 2 gardes du corps qui avaient le titre d'ordonnance. 2 ordonnances, donc. Non, non, non. C'est pas ça? C'est les aides de camp. Des aides de camp, pardon. Donc 2 chauffeurs, 2 gardes du corps qui avaient le titre d'aide de camp, c'est ça? C'est ça. Yes. Just observe the pause. Je vous demande d'observer, de ménager la pause entre la question et la réponse. Vous regardez les interprètes de la cabine anglaise, vous essayez d'avoir leur assentiment, mais je vois que vous emballez un peu, alors faites attention. Très bien, Monsieur le Président. J'essaie de maintenir un dialogue constant avec les interprètes, mais parfois, en effet, dans le feu de l'action. Combien de voitures y avait-il dans votre convoi? Vous étiez une voiture, 2 voitures? 2 voitures. 2 voitures. Donc j'imagine 3 personnes dans l'une, 2 personnes dans l'autre, c'est ça? 3 dans l'une, dans la Mercedes, et puis 2 dans la voiture de marque Hyundai. Ces chauffeurs et ces gardes du corps étaient-ils toujours avec vous dans vos déplacements? Je les ai toujours eus depuis que nous sommes revenus de Marcoussis.
Donc depuis 2003, disons, n'est-ce Oui. pas? Vous avez toujours eu avec vous au moins 2 chauffeurs, pardon, 2 gardes du corps et 2 chauffeurs, c'est ça hein, que vous dites? Au minimum, Au minimum, parfois plus. parfois plus. Qui les payait? Ils étaient essentiellement payés par mois. Et je peux vous demander d'où viennent vos ressources? Je vous ai dit tantôt que j'ai un cabinet de formation et de gestion. Et je suis un homme politique. Et une partie de mes revenus provenait de mon parti politique. Est-ce que je dois comprendre que c'est votre parti politique qui payait chauffeurs et gardes du corps? Ils me payaient moi. Et je prenais mon argent, une partie de mon argent pour pouvoir satisfaire aux besoins de ceux qui travaillaient avec moi. D'accord. Donc vous receviez un salaire, on peut appeler ça un salaire de votre parti politique? Ce n'est pas un salaire, C'est quoi? ce sont des indemnités. Mensuel? Cela dépend. Bon, en tout cas, si je comprends bien, suffisamment pour payer 5 personnes, en plus de vous. Le président, le témoin a dit qu'il n'était pas payé, que ce n'était pas un salaire, c'est une indemnité. Pour que les choses soient parfaitement claires. Le président, oui, mais c'est ce que j'ai entendu. Et c'est ce qui est au compte-rendu. Monsieur Demedjian, la question était payer 5 personnes et vous-même. Alors la question n'est pas là de paiement, alors il ne faut pas induire le témoin en erreur. Le président, reprenez les mots du témoin, s'il vous plaît. Utilisez le mot indemnité, indemniser et non pas payer, s'il vous plaît. Je ferai comme il vous plaira, Monsieur le Président, mais enfin, en français, payer, c'est payer. Peu importe que ça vienne d'une indemnité, d'un salaire, si vous trouvez l'argent dans la rue, vous payez quelqu'un, vous lui donnez de l'argent, c'est ça que ça veut dire. Donc il n'y a pas de problème. En tout cas, je n'en vois pas. Linguistiquement, il n'y en a pas. Et juridiquement non plus, par conséquent. Mais enfin... I don't have any. Moi, j'ai pas de problème non plus, je dois dire. L'argent, c'est l'argent, en effet. Allez-y. Mais pour qu'on sache ce dont on parle, c'est tout. Très clair. Le témoin a dit qu'il recevait une indemnité de son parti et qu'avec cette indemnité, entre autres choses, parce que je ne lui ai pas demandé ce qu'il faisait avec le reste de l'argent, mais entre autres choses, il a dit qu'il payait 5 personnes. Je pense avoir bien compris. C'est cela que vous avez dit, monsieur. Maître Altite, mon revenu, c'est mon revenu. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que j'utilise comme je l'entends, avec le personnel qui est autour de moi. Personne ne nie, monsieur le témoin, personne ne nie que vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre argent. C'est pas ça la question. La question, c'était d'essayer que nous comprenions le montant approximatif de cette indemnité dont vous nous parlez. Je ne vous dirai pas ce montant. Mais personne ne vous le demande. Je voulais juste savoir si c'était suffisant pour payer 5 personnes ou pour dédommager, honorer, gratifier, peu importe le mot, 5 personnes. Il n'y a pas de dédommagement. C'est du personnel qui était à mon service, de la même manière que des boys, des bonnes à la maison, des jardiniers. Et mon revenu était suffisant pour que je puisse leur permettre de vivre à l'aise. Merci. Je voudrais faire remarquer par ailleurs... Pardon, monsieur. Non. S'il vous plaît. Ici, vous répondez d'abord aux questions de l'accusation, qui vous a posé des questions hier, puis aux questions de la défense aujourd'hui. Et si, dans le cours de votre réponse, il y a quelque chose qui vous semble important, vous pouvez le dire, mais simplement dans le cadre de réponse à des questions. C'est justement dans le cadre de ma réponse que je voulais compléter. Alors, complétez. Bien. Je voudrais vous faire remarquer par ailleurs que je suis expert consultant et qu'à ce titre, je n'ai jamais arrêté
de mener mes activités de consultant et que je suis payé dans ce sens-là. Depuis 2003 ? Depuis 1993. Donc, vous nous avez dit, et c'est votre position, que vous receviez une indemnité de la part des différents partis auxquels vous apparteniez depuis 2003. C'est bien cela? J'ai commencé à appartenir à un parti politique, effectivement, à partir de l'INAS Marcoussi. Donc, ne ramenez pas à 1993. Et si je comprends bien, vous avez reçu cette indemnité aussi bien du MFA que du RDR. Au MFA, je n'ai jamais reçu d'indemnité. Et le RDR? Si. D'accord. Vous recevez toujours une indemnité aujourd'hui? Oui, je perçois toujours une indemnité de mon parti parce que, pour votre information, les partis politiques en Côte d'Ivoire sont financés. Et les financements de ces partis politiques servent à payer des indemnités à ceux qui animent au quotidien ces partis politiques. Quand vous dites de mon parti, vous voulez dire du RDR, j'imagine? Bien évidemment. Quel est votre rôle au RDR? Je suis actuellement le secrétaire général adjoint chargé de la communication et porte-parole. Porte-parole de quoi? Du parti? Du parti. Et vous travaillez avec qui au quotidien? Au quotidien, j'ai un secrétaire général par intérim et 9 autres secrétaires généraux adjoints, des secrétaires départementaux et des secrétaires nationaux. Est-ce que vous participez à la détermination? Pardon. Can we slow down? Ralentissez. Ils ont du mal. Ralentissez, tous les deux. Merci. Très bien. Participez-vous à la détermination de la stratégie du parti? Est-ce que vous pouvez répéter votre question pour Oui, que oui. je comprenne bien le mot stratégie? Faites-vous partie de ceux qui, au sein du RDR, réfléchissent, conçoivent, éventuellement mettent en œuvre les grandes orientations du parti ou la stratégie du parti? C'est un peu la même chose, ce sont deux manières de voir la même chose. Sachez que, du moins pour votre gouverne, sachez qu'un parti politique comprend avant tout un bureau politique et un secrétariat général. Le bureau politique définit les grandes orientations, les grandes stratégies, et le secrétariat général met en œuvre ces grandes orientations. Et moi, je fais partie de l'équipe qui est chargée de mettre en œuvre les stratégies, les approches arrêtées par le bureau politique. Depuis 2011, vous a-t-on proposé un poste ministériel? Non. Et si on vous le proposait, accepteriez-vous? Quand la République vous appelle, vous ne refusez jamais. No, that's hypothetical. C'est hypothétique. C'est hypothétique. Ce n'est pas un fait. Pour revenir, monsieur, à vos chauffeurs et aides de camp, je suppose que c'était des professionnels. Oui, ce sont des professionnels qui ont été formés par la gendarmerie dans le cadre de ce qu'on appelle le programme de protection des personnalités. Et ils ont tous reçu des attestations de la part du général Kassaraté, qui était le patron de la gendarmerie. Ce sont les mêmes
qui sont restés à votre service de 2003 à 2011, ou bien y a-t-il eu un renouvellement dans ce personnel? Il y en a qui sont partis, Mhm. qui ont rejoint leur corps d'origine, qui ont trouvé d'autres types de métiers, mais ceux qui sont restés avec moi de tous les temps étaient des fidèles. Le 8 avril, lorsque vous rencontrez cette unité de gendarmes dont vous nous avez parlé, vous vous trouviez, vous nous l'avez dit, assez loin du plateau. Est-ce que la zone d'Abidjan où vous vous trouviez était une zone considérée comme une zone rebelle? Je n'aime pas beaucoup l'expression rebelle que vous prenez un réel plaisir à prononcer. À partir du moment où le président Alassane Ouattara a prêté serment, il n'y avait pas de rebelles. Il était à la tête de l'armée ivoirienne. Les rebelles, c'est ceux qui ont refusé de le rejoindre et se mettre dans la République. Donc je souhaite que cette expression-là, vous fassiez un effort de ne plus la prononcer. Pouvez-vous répondre à ma question? J'ai répondu. Non, non. Était-ce une zone où il y avait des soldats obéissant à Alassane Ouattara, où vous vous trouviez? À partir du moment où le président Alassane Ouattara a prêté serment, l'ensemble de la Côte d'Ivoire était sauf sa responsabilité, sauf quelques unités que je considère comme des gardes prétoriennes rattachées à l'ex-président. Vous ne voulez pas répondre à ma question? Je pense vous avoir répondu. Le 8 avril, vous vous êtes déplacé, vous avez fait un long déplacement, vous venez de nous le rappeler, pour voir votre famille. Est-ce que les jours précédents, disons au mois de mars et au début du mois d'avril, vous aviez aussi effectué des déplacements? Nous avons évité des sorties parce que Abidjan était dans une zone assez difficile. Toute la ville d'Abidjan. Il y avait des pillages partout, des barrages partout. Donc il n'était pas aisé de sortir. C'est pour cela que nous nous sommes enfermés dans notre quartier. Nous avons même fermé l'entrée avec des branchages pour que personne ne rentre dans notre quartier. Lorsque vous êtes déplacé le 8 avril 2011, avez-vous vu des unités de l'armée française? Pendant tout mon trajet, je n'ai pas vu d'unité de l'armée française. Lors des jours précédents, disons à partir de la toute fin mars 2011, avez-vous vu des hélicoptères français survoler la ville? Ah oui. Nous avons vu des hélicoptères survoler la ville, mais je ne peux pas vous dire que c'est des hélicoptères français. Avez-vous vu ces hélicoptères tirer? À ma connaissance, non. Saviez-vous s'il y avait des affrontements entre différentes forces armées à ce moment à Abidjan? Nous avions entendu parler du commando invisible. On ne sait pas qui était à la tête de ce commando invisible, mais ce qui est sûr, on savait qu'il y avait des affrontements. Des affrontements entre qui et qui, s'il vous plaît? Je vous ai dit tantôt que nous étions reclus à domicile et donc nous n'avons pas la possibilité d'identifier qui se battait contre qui. Hier, vous nous avez dit, et je vous cite de mémoire, que la France avait reçu pour mission de
je vous cite de mémoire, hein, s'il y a une petite erreur, pardonnez-moi, de dégager, je crois que vous avez employé ce mot, Oui. le président Gbagbo. Je peux même vous citer exactement, si vous permettez. Voilà, vous disiez, je vous cite, hein, c'est page 77 des transcrits français. Ligne 10. La France, sous mandat de onusien, a reçu pour mission de le dégager. Fin de citation, et vous parliez de le dégager, bien sûr il s'agit du président Gbagbo. Bon. Alors, comment cette mission, à votre connaissance, a-t-elle été accomplie? Écoutez, merci de rappeler que la France n'a pas intervenu de manière solitaire et que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui a donné mandat à la France de rétablir la légalité constitutionnelle en Côte d'Ivoire, surtout face au désir du président Gbagbo de ne pas céder le pouvoir qu'il avait perdu et pour lequel le nouveau président était Alassane Ouattara depuis le 4 décembre. Monsieur Nguessan, je vais reformuler ma question. Je vous en prie. Et permettez-moi de vous rappeler que vous nous avez déjà dit tout ça et que c'est bien inscrit. C'est bien inscrit dans les transcrits des audiences précédentes. Donc là, je me borne à des questions, disons, plus concrètes, n'est-ce pas? Donc, je vais reformuler ma question. Comment la mission de, et je vous cite, dégager le président Gbagbo, a-t-elle été concrètement, matériellement, à votre connaissance, mise en œuvre par les autorités françaises? C'est une mission qui a été mise en œuvre par l'armée française, appuyée par l'ONUCI, ceci dans le cadre de combats et d'actions militaires, surtout que le président Gbagbo refusait de s'en aller. Et depuis quand ces actions militaires ont-elles été mises en œuvre? Je crois que c'est au début du mois d'avril. Mais je ne peux pas vous donner la date exacte. Et ces actions militaires, concrètement, c'était quoi? Ça se matérialisait comment, cette intervention militaire? Nous avons constaté par la suite qu'il y a eu le bombardement des camps militaires pour détruire tout l'armement dont les forces pro-Gbagbo se servaient pour assassiner les populations. C'est ce que nous avons constaté, surtout quand les bombardements aériens ont eu lieu. Mais le reste, comme nous étions reclus dans nos maisons, nous ne savons pas ce qui s'est passé sur le terrain, effectivement. Mais ça, vous l'avez constaté, n'est-ce pas? Bien sûr. Si vous permettez, juste un petit moment, parce que le travail des interprètes est un peu difficile. Et nous devons faire un effort, et vous et moi. Donc, pardon, je vous ai interrompu, mais vous pouvez y aller, vous pouvez répondre. Je disais tantôt que dans toute la ville de l'Abidjan, de quelques positions où on se trouvait, on a entendu des détonations. Et moi, dans mon quartier, mon domicile est pratiquement à 2 km à vol d'oiseau du camp d'Akwedo. Et nous avons entendu les détonations, nous avons vu les hélicoptères survoler cette zone. Et c'est par la suite qu'on nous a dit que l'objectif était de détruire l'armement lourd dont se servaient les éléments de M. Gbagbo Laurent pour pouvoir tirer sur les populations civiles. Pour qu'on comprenne bien,
Les hélicoptères dont vous parlez, ce sont des hélicoptères français, c'est bien ça? Je vous ai dit que je n'en connais pas l'immatriculation. Je ne comprends pas très bien, Monsieur Nguessan. Vous m'avez dit que la stratégie militaire française était matérialisée par des attaques contre les camps militaires, ce que vous avez dit il y a 2-3 phrases. Et maintenant, quand je vous dis donc ce sont bien des hélicoptères français, pour préciser l'une de vos phrases, ensuite, vous me dites j'en sais rien. Non. Attendez 2 secondes, parce qu'il y a les interprètes. Je voudrais être précis et repréciser ma pensée. L'armée française agit sous mandat onusien. Et je vous ai dit tantôt que l'ONU, du moins l'ONUCI, avait pour mission d'accompagner cette action qui visait à dégager le président Gbagbo. Et maintenant, vous me demandez de vous donner les nationalités des hélicoptères qui ont eu à bombarder avec leur immatriculation. J'ai dit, monsieur Altit, même si je suis un omniscient, étant en bas, il m'est difficile de savoir que l'hélicoptère qui est en haut est un hélicoptère français. Je n'ai pas été formé à cela. Alors, si vous permettez, pour qu'on essaie de bien comprendre, vous confirmez avoir vu des hélicoptères. Exact. Vous confirmez que ces hélicoptères ont bombardé les bases de l'armée ivoirienne. Exact. Vous confirmez, par exemple, parce que vous habitiez dans les environs, que ces hélicoptères ont bombardé le camp d'Akwedo. Exact. Mais ce que vous ne confirmez pas, c'est la nationalité de ces hélicoptères. Exact aussi. Si ce n'était pas des hélicoptères français, monsieur, c'était des hélicoptères de quelle nationalité? Je vous ai dit que je n'ai pas été formé à l'identification des hélicoptères. Non, c'est pas ça. Et je ne peux pas répondre à votre question. Le juge président, là, vous lui demandez une opinion. Ce serait se livrer à des conjectures. Si vous lui demandez si ce n'était pas des hélicoptères français, c'est que vous lui demandez de se livrer à des conjectures. Il ne sait pas, point final. Très bien, monsieur le président. Oui, oui. Bon, et alors, le camp d'Akwedo dont vous nous parliez à l'instant, qui était dans ce camp? Pourquoi est-ce qu'il a été bombardé? Selon les informations que nous avons eues par la suite, il a été bombardé pour détruire l'armement lourd qui s'y trouvait. D'accord. Et votre position, c'était de dire, si j'ai bien compris, cette opération a été renouvelée dans les autres camps de l'armée, n'est-ce pas, pour détruire, là où c'était possible, l'armement lourd qui pouvait se trouver ici ou là. J'ai bien compris. Je ne peux parler avec certitude que du camp d'Akwedo, qui était à 1 km, voire 2 au maximum, à vol d'oiseau de mon domicile. Très bien. À votre connaissance, le 8 avril, où se trouvait le président Gbagbo? Je n'en sais rien. Vous l'ignorez? Oui. D'accord. Vous nous avez dit hier que le 8 avril, sa résidence faisait l'objet d'un blocus de la part de gendarmes, de policiers et de FRCI. Je n'ai jamais dit cela. Ne me prêtez pas des propos que je n'ai pas tenus. C'est pourquoi je vous pose la question, pour que vous puissiez revenir éventuellement ou préciser. Alors, que vouliez-vous dire exactement? Je vous ai dit hier que le 7 avril, dans un message radio-télévisé, le président Alassane Ouattara avait ordonné qu'il y ait un blocus sur la résidence du président Gbagbo à Cocody. C'est tout ce que je vous ai dit. Et je ne vous ai jamais parlé des gendarmes ni des policiers
ni des militaires. Donc ne me prêtez pas des mots que je n'ai pas employés. À votre connaissance, ce blocus a-t-il été mis à exécution? Je ne suis pas militaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Connaissiez-vous personnellement Sidiki Bakaba? Je ne le connais pas. Je l'ai rencontré à 2 ou 3 reprises à la Maison de la Culture parce qu'il était celui-là qui en était le directeur général. Et l'une des fois où j'ai eu à m'entretenir avec lui, c'est quand j'ai eu à organiser la cérémonie d'installation de la Commission nationale des droits de l'homme qui s'est déroulée à la Maison de la Culture à Trècheville. Vous nous l'aviez dit, monsieur. Merci. Quel est le métier de Sidiki Bakaba? Il se dit cinéaste. Et il ne l'est pas? Il a peut-être fait 1 ou 2 films, mais ce n'est pas quand on a fait 1 ou 2 films qu'on est cinéaste. C'est quand? Il y a très longtemps. Non, je veux dire, à partir de quand on peut se dire cinéaste? Quand on a fait son métier. Et au moment où je le rencontrais, son métier, c'était d'être directeur général de la Maison de la Culture. Alors, à l'issue de l'incident dont vous nous avez parlé hier, l'unité de gendarmes est repartie vers le palais présidentiel. J'ai bien compris? Je voudrais rectifier. Je ne vous ai jamais dit que cette unité, c'était des gendarmes. Monsieur Nguessan, si vous permettez, il me semble avoir entendu Non. gendarmes commandés par des gendarmes hier. Vous l'avez pas dit? J'ai dit, je n'ai jamais dit que cette unité était une unité de gendarmes. Très bien. Nous prenons en considération ce que vous dites aujourd'hui, mais aussi ce que vous avez dit hier. Vous comprenez? Alors, l'unité dont on ne sait rien est repartie vers le palais, enfin est partie avec vous à bord vers le palais présidentiel. C'est bien cela? Exact. Donc pour situer les choses vers le plateau, c'est bien ça? Ce n'est pas au plateau, le palais présidentiel, la résidence du président Gbagbo se trouve à Cocody. Monsieur Nguessan, si vous permettez, il faut vraiment nous aider, hein, parce que nous ne connaissons pas Abidjan comme vous. Attendez, je vais vous poser ma question. Attendez. Mais il faut nous aider. Donc ce qu'on va faire pour que ce soit clair, et pour que ce soit clair pour tout le monde, on va essayer, je vous suggère, hein, je ne veux pas vous l'imposer bien sûr, de distinguer entre le palais présidentiel et la résidence présidentielle. Ce sont 2 choses différentes, vous êtes d'accord? Si cela peut vous permettre de mieux comprendre, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, donc l'unité part vers où? Vers le palais présidentiel ou vers la résidence présidentielle? Selon votre compréhension, je vous dis que c'est vers la résidence présidentielle. D'accord. Vous avez croisé des unités des FRCI sur le trajet? Non. Par contre, j'ai croisé des unités de l'ONUCI au moment où nous allions vers la résidence présidentielle. Donc, si vous n'avez pas croisé d'unité des FRCI, c'est qu'il n'y avait pas de blocus, correct? Ne me faites pas me comporter en militaire. Je ne suis pas un militaire. Le chef de l'État a demandé qu'il y ait un blocus. Comment cela se réalise de manière opérationnelle? Et vous voulez que je vous dise, bon, donc ça veut dire que quelque part, ici, il y avait ceci. Mais t'as dit. N'allez pas dans les commentaires. Je vous sais gré de vos conseils, monsieur Nguessan. Merci. Alors,
L'unité part donc vers la résidence présidentielle. Combien y avait-il de véhicules à peu près? Il y avait mes 2 véhicules conduits par des gens en armes. Il y avait le véhicule dans lequel j'étais. Il y avait 1 ou 2 camions de transport de crude et puis 2 ou 3 4x4 avec des pick-up. Il y avait combien d'hommes à peu près? Je ne saurais vous le dire. Je crois avoir parlé d'au moins une 60aine de personnes. Pour préciser les choses, vous êtes reparti de la résidence présidentielle le même jour ou le lendemain? Le même jour, sous le coup de 21 heures. Pendant que vous étiez à la résidence présidentielle, y a-t-il eu des attaques contre la résidence? Non, La résidence était-elle survolée par des hélicoptères français? non, Avez-vous vu des unités françaises dans les environs? non, Monsieur Nguessan, vous nous avez dit hier que l'incident dont vous nous avez parlé avait fait l'objet de multiples procédures en Côte d'Ivoire, correct? exact. Lors de ces procédures, avez-vous été confronté à ces cas? Oui, Vous vous souvenez quand? tout juste quelques mois avant le procès. Quel procès? Il y a eu un procès en Côte d'Ivoire relativement au commandant Seka. Il a été condamné à 20 ans. C'est tout juste avant ce procès, nous avons eu une confrontation. C'était quand ce procès? J'ai pas ça en tête, mais je pense que... Bon, j'ai pas mes archives, donc je peux pas vous dire. Mais il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire quoi? Il y a quelques semaines, quelques mois, quand? À peu près. 4-5 mois, 4-5 mois. disons. 4-5 mois. Mais permettez que je ne sois pas précis. Parce que je n'ai pas la souvenance du mois exact. Je peux pas. Vous avez témoigné lors de ce procès? Oui, Et il y avait beaucoup de témoins? oui, Il y avait des témoins à décharge? reformulez votre question. Y avait-il des témoins à décharge lors de ce procès où vous avez vous-même témoigné? Qu'entendez-vous par témoin des charges? Je ne suis pas juriste. Précisez votre pensée. Lors de ce procès, vous-même, vous considériez-vous plutôt comme un témoin à charge, c'est-à-dire qui accuse, ou bien un témoin à décharge, c'est-à-dire qui... Excuse me. Le juge président, pardon, le témoin est un témoin. Le témoin est ici pour dire la vérité. De là, lui demander ce que signifie un témoin à charge ou à décharge, un témoin, c'est un témoin. Oui, Monsieur le Président. Néanmoins, c'était intéressant de savoir comment le témoin se positionnait en quelque sorte. Est-ce qu'il a... Mais c'est pas... Mais je vais continuer, Monsieur le Président. Je m'en tiens à votre remarque. C'était un point... Oui, c'était un point mineur, absolument. Vous avez raison. Alors... Donc vous avez témoigné lors de ce procès, Oui, qui s'est tenu il y a quelques mois. oui,
Et vous avez raconté la même histoire qu'ici? Quand on a vécu des faits, on ne peut pas raconter d'autres histoires. On ne peut que raconter ce qu'on a vécu. Très bien. Et devant la cour, j'ai prêté serment. Très bien. Donc je ne peux que dire et redire ce qui a été la réalité et la vérité. C'est cas. Si je comprends, hein, vous me dites, vous m'arrêtez. Si, vous l'avez vu 2 fois en réalité. Vous l'avez vu lors de ce procès et lors de la confrontation qui a précédé. Est-ce que j'ai bien compris? Je peux dire que je l'ai vu 3 fois. Le 8 avril, Non, à part ça. 2 fois. En dehors de ça, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, pour qu'on soit bien clair, Excuse me. Le président, ça n'a pas été interprété parce que vous parliez en même temps. Nous n'avons pas entendu la réponse de monsieur le témoin. You said, Mr. Witness. Monsieur le témoin, vous avez dit que vous l'avez vu à 3 reprises. Le 8 avril et puis quoi? Je l'ai vu lors de la confrontation et je l'ai vu lors du procès. c'est ce Thank que j'ai. you. C'est ce que j'ai. Le président, je vous remercie. Lors des 2 dernières occasions, et pardon, je vais vous poser de nouveau une question de précision. La confrontation, bon, le procès, on a compris, c'était il y a quelques mois. Mais la confrontation, c'était il y a combien de temps à peu près? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Plus ou moins. Je vous ai dit que c'est quelques semaines avant l'ouverture du procès. D'accord. Alors, à ces 2 occasions, confrontation et procès, dans quel état physique et psychique vous a semblé le commandant CK? Il se portait très bien. Rien à déclarer, il vous a semblé en parfaite santé. Il était en parfaite santé. Mhm. Monsieur Nguessan, concernant vos liens familiaux avec le président Gbagbo, nous avons compris, et vous m'arrêtez si je ne me trompe, hein, que le mari d'une des filles du président est votre neveu, correct? Exact. Ma question. Participiez-vous aux cérémonies familiales de la famille Gbagbo? Première cérémonie familiale, c'est la dot. Puisque c'est moi qui conduisais la famille pour épouser la fille de M. Gbagbo Laurent pour donner à mon neveu. Deuxième cérémonie familiale, il se trouve que c'est le jour anniversaire. C'était le 29 juin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du mariage officiel de M. Stéphane Kipré et de Marie-Laure Gado Gbagbo. Ce sont les 2 cérémonies familiales auxquelles j'ai été amené à participer. Et une 3e qui me revient en mémoire, c'est qu'après le mariage, nous sommes allés avec le président Gbagbo et toute sa famille à Daloa, parce que mon neveu a son père qui est bêté de Daloa pour aller présenter la femme de Stéphane Kipré à ses parents de Daloa. Pardon. Et c'était quand ce mariage? On est en quelle année? Vous savez, j'ai quelques trous de mémoire, mais je sais que c'est un 29 juin. Pour 3 raisons essentielles. Première raison, je crois savoir que c'est l'anniversaire de Marie-Laurence. Deuxième raison, je crois savoir que c'est aussi le jour où l'avion du président, du moins du
Premier ministre Soro Guillaume avait été bombardé à Boaké. Ce sont les raisons essentielles qui m'ont fait retenir cette date du 29 juin, l'anniversaire de mariage de Marie-Laurence et le bombardement de l'avion de Soro Guillaume à Boaké. Et c'est qui Marie-Laurence? Marie-Laurence Gador Gbagbo, épouse Kipré. C'est la fille du président Laurent Gbagbo. Alors c'était le 9 juin. 9 juin, vous dites, mais l'année plus ou moins, ça pourrait être quoi? C'est plus si c'est en 2009 ou bien 2008. Bon. Attendez, je vais retrouver facilement. Mhm. Puisque sur mon site, il est dit que ça fait 9 ans qu'ils se sont mariés. Si je retranche 2016 à 9, je dois dire que ce soit 2007-2008. D'accord. Ouais. D'accord. Bah, c'est bien noté. C'est bien noté. Vous étiez ministre du président Gbagbo à ce moment-là? Au cours de ce mariage, je n'étais pas son ministre. Vous êtes devenu ministre après? Je l'avais déjà été. Ah, vous étiez ministre avant. Oui. Bien, mes souvenirs sont précis. C'est 2007. Vous nous disiez à l'instant, Monsieur Nguessan, que c'était le jour, le 9 juin, de l'attaque de l'avion du Premier ministre Soro. Rectificatif le 29 juin. Le 29 juin. Le 29 juin, pour les besoins du transcrit. Alors, je vais reposer ma question. Hein. Vous me pardonnez, c'est un peu lent, mais comme ça, au moins, les interprètes ont le temps d'interpréter, les sténotypistes de sténotyper, etc., etc. Donc, le 29 juin, vous nous disiez que c'était la date de l'attaque de l'avion du Premier ministre Soro, ou du bombardement, vous avez dit, n'est-ce pas? Bombardement de l'avion du Premier ministre Soro D'accord. à Boaké. À Boaké. Mais, Monsieur Nguessan, ma question, parce qu'on essaie de comprendre ici, ma question c'est par qui il a été bombardé cet avion et le Premier ministre? Je ne peux pas répondre à votre question, tout simplement parce que je n'ai pas été chargé de cette enquête. Et une fois de plus, je vous dis qu'il y a eu des faits en Côte d'Ivoire pour lesquels il n'y a jamais eu d'enquête qui ont abouti. Donc franchement, permettez que je ne réponde pas à cette question. Et vous avez une idée? Non. C'était un événement important dans la vie politique ivoirienne? Bien évidemment. Et vous-même, vous êtes une personnalité politique ivoirienne importante, correct? Je ne vous le fais pas dire. Et ça vous intéresse pas? Vous essayez pas de savoir ce qui se passe quand que le Premier ministre est attaqué? Quand il y a ce type d'incident, il y a des gens dont le métier, c'est de mener des investigations. Ne me demandez pas à moi d'aller mener des investigations. Il appartenait au président Gbagbo, qui était président de la République à cette période, de mener les investigations. Je ne sais pas s'il a fait. Où sont les résultats de ces investigations? Mais jusqu'à aujourd'hui, nous attendons tous. Et je peux vous dire que ça fait partie de la longue liste des impunités qui nous ont conduits à notre crise. Saviez-vous si les personnalités du camp Ouattara avaient été montrées du doigt pour leur éventuelle implication dans cette attaque? Je n'en sais rien. Parfait. Vos fonctions de ministre, quand ont-elles pris fin, Monsieur Nguessan? Elles ont pris fin à la nomination de Soro Guillaume comme Premier ministre. Et si mes souvenirs sont exacts, c'est au mois d'avril 2007.
Et pourquoi ne vous a-t-il pas reconduit à votre ministère? Un Premier ministre est libre de ses choix. Il n'a pas à se justifier. Et pour votre gouverne, sachez que la fonction ministérielle, c'est une fonction où il n'y a pas de lettre d'embauche ni de lettre de renvoi. N'étiez-vous pas un allié politique de Guillaume Soro? Nous étions tous dans le G7. Pouvez-vous nous rappeler quels étaient les partis ou mouvements dans ce G7? Les mouvements sont le MJP, le MPIGO, le MPCI. Les partis politiques sont le MFA, le PDCI, l'UDPCI et le RDR. Nous étions dans une alliance politique que nous avons appelée le G7. Pour qu'on comprenne bien, à la question que je viens de vous poser, n'étiez-vous pas un allié politique de Guillaume Soro? Vous pourriez répondre, c'est sous votre contrôle, hein, je ne veux pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, mais vous pourriez répondre oui. Vous étiez un allié politique, puis vous faisiez tous partie du même G7, n'est-ce pas? Pourquoi vous voulez m'imposer la forme de ma réponse? Très bien, très bien. Oui, oui, vous répondez comme vous l'entendez. Alors, vous avez cité d'abord... J'attends, Monsieur le Président, pardon, hein, la transcription qui arrive. Le MJP. C'est quoi le MJP? C'était quoi le MJP? Je n'ai pas le sigle exact, mais le MJP, le MPIGO et le MPCI faisaient partie des différentes branches de ce qui était à l'origine des événements que nous avons appelés la rébellion. Donc, si je comprends, hein, Monsieur Nguessan, et encore une fois sous votre contrôle, vous me dites que ces trois mouvements, mais ma question portait plus précisément sur le MJP, donc le MJP, était un mouvement rebelle qui était présent dans la rébellion dès l'origine, c'est ça que vous dites? Ils ont été créés au moment du déclenchement de la rébellion. D'accord. Commandé par qui? MJP, il me semble que c'était Monsieur Dély Gaspard. Il est devenu quoi aujourd'hui? Je crois que c'est un militaire à la retraite. Est-ce que c'est un mouvement armé? C'était bien évidemment un mouvement armé. On ne fait pas de la rébellion les mains nues. Le MPIGO, le deuxième mouvement dont vous parlez. Le MPIGO, il était commandé par qui? Félix Do. C'est un mouvement armé. Je vous le répète, on ne déclenche pas une rébellion à la main. Le troisième mouvement dont vous avez parlé, parce que les transcrits sont un tout petit peu vagues ici. Le troisième mouvement, qu'est-ce que c'était? Le MPCI. Le MPCI. Commandé par qui? Monsieur Soro Kibafori Guillaume. Il était armé, c'était un mouvement armé? Permettez que je ne répète pas la troisième fois ma réponse. Donc on comprend que oui, votre réponse c'est oui. C'est ça, monsieur? Mais je vous l'ai dit, on ne fait pas une rébellion à la main nue. À moins que vous me montriez des rebelles qui ont attaqué, qui ont tiré et puis sont venus à main nue. Franchement, mettre à titre, vous me surprenez. Donc, pour comprendre, vous vous alliez, vous, c'est votre mouvement naturellement, et d'autres partis politiques encore, avec trois mouvements rebelles armés. C'est bien ça? Oui. D'accord, d'accord.
Et c'était quand ça? Le G7 a été créé à la suite de Marcoussis. Et je vous fais remarquer que ces 3 mouvements armés ont été invités à la conférence de Linas Marcoussis. Ils étaient assis à la même table que le FPI, que le PIT, que l'UDC et les autres partis politiques légalement constitués. Invité par qui? Invités par la France sur recommandation du président Gbagbo Laurent. C'est votre position, monsieur, ça? Je la maintiens puisque c'est lui qui a adressé à chacun parmi nous des courriers pour dire que nous étions invités. Il y a même eu des réunions préliminaires à laquelle le président de mon parti, Anaki, a eu à participer au palais présidentiel sous la conduite du président Gbagbo pour dire que des consignes par rapport à la conférence de Linas Marcoussis. Et ça aussi, c'est une vérité historique qu'il est bon d'établir. C'est votre vérité. Et la mienne, elle ne peut pas être la vérité de quelqu'un d'autre. Surtout pas vous. Ma question portait sur le G7. Il a été créé quand? Au lendemain de notre retour à Abidjan, je crois que c'est pratiquement en mars, avril 2003. D'accord. Y avait-il un ministre des Droits de l'Homme sous le gouvernement Soro? Si je peux poser la question autrement. Aviez-vous un successeur sous le gouvernement Soro, le premier gouvernement Soro? Non. Mais il y avait un ministre de la Justice et des Libertés publiques. Donc les 2 activités, ministre de la Justice et activité des droits de l'homme, ont été fondues en un seul ministère. Même s'il n'y avait pas une appellation, mais la direction des droits de l'homme a continué d'exister. Et qui était ce ministre? Koné Mamadou. Il fait quoi aujourd'hui? Il est le président du Conseil constitutionnel. Il a une appartenance politique? Ou il avait à l'époque une appartenance politique? Je ne saurais vous le dire. Il y a un ministère des droits de l'homme aujourd'hui, dans le gouvernement actuel? Oui. Il est tenu par Madame Badio. Vous avez dit tout à l'heure que vous viviez aussi de votre cabinet de, et je crois vous citer, vous m'arrêtez si je me trompe, de gestion et de conseil, c'est cela? C'est exact. Gestion et conseil en quoi, si vous voulez bien? Gestion, management, conseil en organisation. Donc ça s'adresse à qui? Aux entreprises, aux particuliers. Pouvez-vous nous donner des noms de clients importants? Depuis que j'ai... Slow, please. Slow. Ralentissez, ralentissez, je vous prie de ralentir. Vous allez beaucoup trop vite. J'ai eu, depuis la création de mon cabinet dans les années 93, des clients comme la LONASI, l'Autorité nationale de Côte d'Ivoire, le marché des Gros de Boaké, l'ensemble des pharmaciens de la région du centre et du nord étaient mes clients, des cabinets d'avocats pour apprendre à mettre en œuvre un minimum de comptabilité, la société Jean Abigal, des complexes agro-industriels, et j'en passe. Et j'ai fait beaucoup de formations, des études pour des organismes.
Merci. Vous nous avez dit, et je vais vous citer pour éviter, pour que tout soit très clair, hein, hier, et c'est page 35 des transcrits français, à propos de vos interventions quand vous étiez ministre des Droits de l'Homme, vous vous souvenez, hein. Un autre jour, je vous cite, hein, c'est la ligne 22 pour les interprètes. Okay. Un autre jour, je reçois un appel de Vavois. Vavois, c'est une ville à l'intérieur du pays qui était sous contrôle des forces nouvelles. C'était un commerçant libanais, acheteur de produits, qui s'était fait arracher ses 3 cargaisons par ce qu'on a appelé un chef de guerre. J'ai immédiatement appelé ce chef de guerre et je lui ai dit, et là, vous vous citez vous-même, tu restitues non seulement les... Pardon, je fais une petite opération complexe. Les produits, mais je te conseille de faire libérer immédiatement ce Libanais. Et vous avez expliqué, j'ai eu, à la suite, plusieurs cas comme ça. Fin de citation. Ma question, Monsieur Nguessan, vous le connaissiez bien, ce chef de guerre? Non. Qui c'était? C'était Kone Zakaria, mais je ne le connaissais pas. Et j'avais la liste de tous les responsables de zone au niveau des forces nouvelles pour me permettre d'intervenir et corriger les situations de violation des droits de l'homme. Vous l'aviez jamais vu? Non. Ah, pourquoi vous le tutoyez? Dans notre culture, comment on appelle, la subtilité langagière de tutoiement et vouvoiement, parfois ça n'existe pas. Donc si je comprends bien, vous pouvez tutoyer un parfait inconnu et vous voyez quelqu'un que vous connaissez très très bien. Bien sûr. Mmh. J'ai une question à ce propos. Pour vous, vous avez employé au cours de votre témoignage, ces 3 derniers jours, enfin, les 2 jours précédents aujourd'hui plus exactement, l'expression mise à l'index. Et à un moment même, je vous parle de mémoire, hein, vous avez dit je ne veux pas mettre à l'index quelqu'un ou quelque chose, j'ai un peu oublié, mais vous vous souvenez probablement mieux que moi. Oui, j'ai employé cette expression. Parce que je vous fais remarquer que très souvent les gens disent il a été indexé. Et le français dit on met à l'index, surtout quand il s'agit des personnes. Je me souviens de cela, je me souviens que vous l'avez employé à plusieurs reprises. Mais ma question, parce que vous voyez ici, c'est traduit, tout est traduit ce que vous dites. Et parfois, les expressions posent des problèmes de traduction. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez vous, précisément? Et par exemple, ce que vous entendiez quand vous utilisiez cette expression mise à l'index. Et quelle autre formulation on pourrait utiliser pour comprendre ce que vous aviez en tête? On pourrait employer l'expression désigner. On pourrait. Très bien, très bien. Bah oui. Vous voyez, c'est important pour une compréhension parfaite et générale. Pour en revenir une seconde au chef de guerre, vous n'en connaissiez aucun personnellement? Non. Je ne faisais pas partie des forces nouvelles. On se côtoyait, on se voyait, mais je ne faisais pas partie de leur dispositif. Et, Monsieur Nguessan, parce que je ne comprends pas bien, vous avez dit que vous faisiez partie votre parti, Oui. d'une alliance avec des mouvements rebelles armés. Vous ne les connaissiez pas? En fait, je voudrais que vous précisiez votre question. Qu'est-ce que vous entendez par connaître? Soyez un peu plus précis. Je vais essayer, ce n'est pas toujours facile.
aviez-vous rencontré, parlé, éventuellement entretenu des relations d'une nature que j'ignore, peut-être lointaine, peut-être plus proche, avec des chefs de guerre? Je considère votre question comme étant un commentaire et des insinuations que je ne peux pas admettre. Je retiens la première partie. Oui, dans le cadre du G7, nous avions des réunions avec les forces nouvelles. Et parfois, certains de leurs militaires assistaient à ces réunions. Et ce n'étaient pas des chefs de guerre? Non. C'était quoi des chefs de guerre alors? Ce qu'on appelait en son temps les chefs de guerre, c'était des militaires qui dirigeaient des zones bien précises parce que le patron des forces nouvelles, M. Soro Kibafori Guillaume, avait organisé son administration autour de ses chefs militaires. C'est ce qu'on a appelé chefs de guerre. Pour qu'on comprenne bien, vous distinguez entre un chef de guerre rebelle, pardon d'utiliser le mot, mais ça, en tout cas, ça dit ce que ça veut dire, en tout cas à l'époque. Maintenant, ils sont plus rebelles, je vous l'accorde. Chef de guerre, c'est-à-dire ceux qui dirigeaient une zone dans le nord... Pardon, je vous pose la question pour essayer de comprendre, et vous me direz ce que je n'ai pas compris. Si je n'ai pas compris quelque chose. Donc, les chefs qui dirigeaient une zone particulière dans le nord de la Côte d'Ivoire, vous les distinguez, ces chefs de guerre, ce que vous appelez chefs de guerre, des militaires éventuellement sous leur commandement, mais qui ne dirigeaient pas, eux, de zone. Et c'est avec ces militaires que vous aviez des réunions, pour essayer de comprendre. Maître Altit, je voudrais qu'on reprécise quelque chose. Attendez 2 secondes, parce que je crois que vous êtes parlé un peu rapidement. Je crois que vous pouvez y aller. Je disais que je voudrais qu'on reprécise quelque chose. Vous m'avez amené à parler de chef de guerre. Chef de guerre. Chef de guerre, plusieurs fois. Je voudrais qu'on retire cette expression. C'était des commandants des zones qui avaient été mis en place par Soro Kibafori Guillaume. Vos désirs sont des ordres, Merci. et je retire l'expression. Ou plus exactement, je ne l'utiliserai plus. Enfin, je vais essayer. C'est pas facile, mais je vais essayer. Pourquoi vous ne voulez pas entendre cette expression? Monsieur Soro Kibafori Guillaume gérait une zone. Il avait près de la moitié de la Côte d'Ivoire sous sa responsabilité. Il avait organisé sous la forme de commandant de zone qui administrait la totalité de ces zones. Le mot chef de guerre est un mot péjoratif. Péjoratif dans quel sens? Tel que vous l'employez. Certes, mais dans quel sens? On n'était pas en guerre, on était dans une période de rébellion. Donc, il ne faut pas utiliser l'expression, c'est ça? Oui, je le souhaite. Et celui qui utilise l'expression, qu'est-ce qu'il fait? Il présente les choses sous un prisme qui n'est pas le bon? Un prisme déformant. Vous permettez, monsieur, pardon, hein. Can we please agree that we don't make we don't polemize? Pas de polémique entre vous. Vous posez des questions, obtenez des réponses. Merci, c'est ce qu'on vous demande. Monsieur le Président, il n'y a strictement aucune polémique. Je crois que le témoin a le droit de dire que l'expression le heurte. C'est son droit. Et je lui ai demandé pourquoi ça le heurtait. Il nous l'a dit. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il utilise lui-même cette expression. Par exemple, hier, page 35, des transcrits français, ligne 27. Je vous cite, « J'ai immédiatement appelé ce chef de guerre. » C'est vous qui l'avez dit, non? Je l'ai dit et je vous dis aujourd'hui de le retirer. Parce que c'est péjoratif. Est-ce droit de demander à ce qu'on retire ou pas?
que je préfère qu'on emploie l'expression commandant des zones. Monsieur Nguessan, vous nous avez parlé hier, et c'était un peu rapide alors. J'ai pu ne pas exactement comprendre, et c'est pourquoi je vous pose la question. Vous nous avez parlé hier de Patrick Gobert. Vous vous souvenez de Patrick Gobert? C'est le président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Je vous fais remarquer que... Attendez, pardon, parce que c'est un peu compliqué là pour les interprètes. Pardon de vous avoir interrompu, hein, mais c'est pour notre bien à tous. Et le mien aussi. C'est bon, pardon. Vous pouvez y aller. Donc, c'est à la demande du président Laurent Gbagbo que j'ai rencontré M. Patrick Gobert. Mmh. Vous nous avez dit à l'instant, président de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, c'est ça? C'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Merci de cette précision. La Ligue internationale, elle représente qui? Oui. Internationale, elle représente qui? Elle représente quel pays? Mais comment voulez-vous qu'une Ligue internationale représente un pays? Quel pays au pluriel? Quel pays? Au pluriel. Je ne saurais les citer. Alors je vais vous poser ma question autrement. Est-ce qu'il y a des ligues nationales? Bien sûr. Ivoiriennes? En Côte d'Ivoire, nous avons entre autres ligues la Ligue des droits de l'homme, la LIDO, en Côte d'Ivoire. Qui fait partie de ce mouvement dont vous parlez? Non. Ah. Ma question, c'est celle-là, monsieur. Quelles sont les associations ou organisations nationales, par exemple ivoiriennes, qui font partie de cette Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme dont vous venez de nous parler? Je n'ai jamais dit que la LICRA était une association qui avait des représentations en Côte d'Ivoire. Je vais peut-être être précis. Au moment où je partais en France, je partais à Genève plutôt, c'est le président Gbagbo qui m'a dit « Ah, nous avons des amitiés au niveau de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Monsieur le ministre, je vous conseille de le rencontrer. » Je n'en avais jamais entendu parler. Je ne crois pas que cette ligue ait des subdivisions en Côte d'Ivoire. D'accord, c'est très clair comme ça. Très clair. Clair aussi. Mais ce monsieur Gobert, vous l'avez rencontré où exactement? Je l'ai rencontré à Paris dans le 16e. Et c'est un citoyen de quelle nationalité à votre avis? Il est français. Il a eu un rôle politique? Non. Alors, à propos de ce monsieur Gobert, j'ai cru comprendre, hein, mais c'est pas tout à fait clair dans les transcrits, vous me pardonnez, que vous laissiez entendre qu'il pouvait y avoir eu une forme de détournement d'argent, c'est bien ça? Non. C'est pas ça. Non, vous avez totalement faux. Oui, oui. Vous n'avez pas du tout compris ce que j'ai dit. Je dis que monsieur le président Gbagbo m'a demandé de le rencontrer pour jouer en vue de permettre la libération de monsieur Dauphin et de monsieur Valentini. Lui, il m'a facilité les rapports avec certaines personnalités de l'Élysée et du Quai d'Orsay. C'est tout. Après, il est descendu à Abidjan pour aller rencontrer le président Laurent Gbagbo. Par la suite, M. Dauphin et M. Valentini ont été libérés. La question que je me suis posée, comment se fait-il qu'ils ont été libérés contre paiement d'un montant? Qu'en son temps, moi, j'avais qualifié de rançon à titre personnel. Parce qu'à mon avis, ils n'avaient commis aucune faute. Et je n'ai jamais parlé de détournement de quoi que ce soit. Vous avez clarifié les choses. Merci. Et surtout, ne me faites pas dire
que M. Patrick Goubert serait mené à quelque situation de détournement que ce soit. Ce monsieur est trop honorable pour qu'on puisse envisager un seul instant cela le concernant. Très bien. Vous avez clarifié et précisé votre position et c'est parfait. Alors, quelques instants après, hier, vous sembliez dire, et c'est encore là aussi pour clarifier, que la mise en place d'une police des droits de l'homme, si je vous ai compris, hein, encore une fois, vous me dites si je me suis trompé ou pas, une police des droits de l'homme, qu'à votre avis, la mise en place d'une police des droits de l'homme aurait pu permettre de résoudre la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Est-ce que j'ai bien compris? Oui. Mon souhait, en tant que ministre, c'était de faire adopter le principe d'une police des droits de l'homme, dont la mission essentielle, c'était d'identifier les différents cas de violation flagrante des droits de l'homme, de créer les conditions pour qu'il n'y ait pas une survenance de ces violations, mais surtout de veiller en permanence à ce que les gens évitent de commettre des exactions, surtout au niveau des forces de défense et de sécurité. Très bien. Je passe à un autre sujet rapidement. Hier, vous nous avez parlé des élections. Et, vous allez me dire là encore si j'ai bien compris, vous nous avez dit que la campagne de novembre 2010 s'était bien déroulée, aussi bien pour le premier tour que pour le second tour. Est-ce que j'ai bien compris? Je confirme que la campagne s'est déroulée dans une ambiance très bonne, que ce soit au premier tour ou au deuxième tour. Il n'y a pas eu de fraude? Je n'ai vu nulle part de la fraude. Maintenant, quand vous me dites qu'il n'y a pas eu de fraude pendant la campagne, dites-moi, Maître Altid, comment on peut frauder pendant la campagne? Ouais. Alors, je vous pose la question, voyez-vous, parce que j'ai cru comprendre de ce que vous nous aviez dit, que vous aviez eu un rôle lors de ces élections pour le RDR. Est-ce que je me suis trompé? Oui, j'ai été le directeur de campagne pour la région du... J'ai été le directeur de campagne pour la région du Ifou. Et quand on est en campagne, en train de sillonner les villages pour convaincre les militants de voter pour votre candidat, je ne sais pas comment on peut être dans une situation de fraude. Je ne vous entends pas. Pardon. Président micro. Petit oubli. Et, Monsieur Nguessan, pas de fraude dans le nord du pays à votre connaissance? Maître Altid, je vous dis que j'attends que vous me démontrez comment on peut frauder pendant une campagne électorale. Démontrez-le-moi. Chacun est dans son véhicule en train de sillonner les villages, convaincre, et c'est là que vous parlez de fraude. Je ne vous comprends pas. Est-ce que vous pouvez repréciser votre question? La question était claire, votre réponse était claire. Je ne suis pas sûr que ce soit indispensable d'y revenir. En revanche, par exemple, si vous me posez la question, je vais vous poser une question un petit peu annexe pour essayer de préciser ma question. Y a-t-il eu, par exemple, à votre connaissance, des fraudes concernant l'inscription sur les listes électorales? Ne me ramenez pas à ce que j'ai dit hier, où j'ai déploré l'expression désinfecter la liste électorale.
notre liste électorale était consensuelle, elle a été validée, et donc personne aujourd'hui ne peut dire que la liste électorale qui a servi à l'élection présidentielle de 2010 était entachée de fraude. D'accord, d'accord, d'accord. Monsieur Nguessan, quand vous parlez de cette liste électorale, vous parlez de quelle liste électorale? Mais la liste qui a servi à l'élection présidentielle de 2010. La liste en général ou la liste de votre parti? Non, on n'établit pas une liste électorale par parti politique métaltique. Ça n'existe pas. D'accord. Donc vous nous avez répondu clairement et simplement, et je vous en remercie. Vous nous avez dit aussi hier, Monsieur Nguessan, que le président, je vous cite de mémoire, le président Alassane Ouattara était au Golfe pendant cette période. Je vais vous citer plus précisément, si vous permettez, comme ça, les choses seront très claires. Alors, vous racontez l'incident dont on parlait tout à l'heure, et vous dites à votre interlocutrice, c'est page 88 des transcrits français, je vous cite, je lui ai dit, et vous restituez ce que vous lui avez dit, si, en sortant d'ici, et je me tourne un instant vers les interprètes pour savoir s'ils ont le transcrit, non, ils ne l'ont pas. Alors je vais attendre un petit peu. Oui, alors ce que je vais faire, pour avancer, si vous permettez, je vais le lire moi-même, mais très lentement. Ça sera le plus simple. D'accord. Alors, Monsieur Nguessan, et je cite le transcrit, « Je lui ai dit, entre guillemets, puisque le témoin va restituer ce qu'il lui a dit, si, en sortant d'ici, j'ai l'occasion de rencontrer le président Alassane Ouattara, et là, vous vous arrêtez dans votre restitution et vous faites un petit aparté et vous nous dites, parce que pour votre information, le président Alassane Ouattara était au Golfe et nous, on était dehors. Et vous revenez à ce que vous lui aviez dit, donc de nouveau entre guillemets, si j'ai l'occasion de le voir, en parlant du président Ouattara, je lui transmettrai ton message B. Fermez les guillemets, fin de citation. Alors, donc vous nous avez dit, Alassane Ouattara était au Golfe. Oui. À cette période-là. Ma question, de quand à quand est-il resté au Golfe à votre connaissance? Le Golf Hotel était le QG de campagne du président Alassane Ouattara. Il n'a quitté le Golfe qu'à la fin de la crise post-électorale, ça veut dire pratiquement quelques jours après le 11 avril. Et depuis quand s'y trouvait-il? Je dis pendant toute la campagne électorale, le premier tour et deuxième tour. Maintenant, pour votre information, la résidence du président Alassane Ouattara se trouve à quelques 50 mètres, voire 100 mètres du Golfe. Mais l'hôtel du Golfe est son lieu du moins c'était le lieu de l'équipe de campagne. Alors, pour essayer de comprendre, il s'y trouvait, vous dites, avant le premier tour. Est-ce qu'on peut dire septembre? Est-ce qu'on peut dire octobre 2010? Est-ce que
grosso modo, c'est pour nous, pour essayer de comprendre. Il s'y trouvait au moment du lancement de la campagne. Et c'était quand? C'est 2 semaines avant le premier tour. D'accord. D'accord. Et vous venez de nous dire que son domicile était juste à côté de l'hôtel, j'ai bien compris? Oui. Il y est toujours d'ailleurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, je vous pose la question, est-ce que ça veut dire qu'en fait, il habitait à son domicile pendant toute cette période et se rendait au golf pour les réunions officielles? Ou est-ce que ça veut dire qu'il habitait au golf? Je ne saurais vous le dire puisque je ne maîtrisais pas son programme les soirs ou au moment des pauses après les réunions politiques. Monsieur Nguessan, pendant toute cette période, vous êtes-vous rendu au Golf Hotel? J'y suis allé une seule fois, le jour où un certain monsieur Damana Pikas a déchiré les fiches de proclamation des résultats. Je suis allé au golf pour rencontrer les amis du parti, pour échanger avec eux sur la stratégie à suivre. Je suis allé une seule fois. Après, je suis revenu chez moi. Parce que quelque temps après, l'armée de M. Gbagbo Laurent, du moins les pro-Gbagbo, ont fait un blocus sur le golfe. Et on ne pouvait pas avoir accès. Je ne conseillais surtout pas à quelqu'un de chercher à y avoir accès, puisque le colonel Dosso, qui s'est malheureusement trompé pour aller là-bas, en revenant, il a été saisi par les pro-Gbagbo, il a été assassiné. Donc on ne pouvait pas se rendre au golfe aussi facilement. L'ONUCI avait fait des barrages tout autour de l'hôtel du golfe et ceux qui étaient autorisés à y aller devaient passer au Sebroco par l'ONUCI. On ne pouvait pas aller comme ça directement. Ceux qui s'y sont essayés sont morts. D'accord. Monsieur le Président, je m'en remets à vous. I was going to stop. Oui, mais j'allais vous arrêter de toute façon. En effet, c'est l'heure de faire la pause. Une demi-heure de pause, monsieur le témoin, vous pouvez vous reposer. Nous allons tous nous reposer d'ailleurs et nous reverrons à 11h30. La séance est levée.